Habituellement, lorsque l'on observe le plan d'un architecte pour une maison, la théorie est d'une clarté absolue. On y voit des lignes droites, des côtes millimétrées. Des espaces parfaitement délimités pour chaque fonction, oui. Exactement. C'est rassurant en fait, car c'est purement binaire. Un mur est porteur, ou bien il ne l'est pas. C'est la beauté apaisante de la géométrie sur le papier. L'esprit humain aime ce qui est visible, catégorisé et, disons, totalement prévisible. Absolument. Mais dès l'instant où l'on tente de plaquer ce calque parfait sur une métropole bien réelle, bouillonnante, peuplée de centaines de milliers d'habitants, eh bien cette géométrie se brouille instantanément. La ville n'est pas un plan inerte, c'est un organisme complexe, avec ses urgences, ses contradictions, ses flux incessants. Et ses sensibilités, tout à fait. Et c'est exactement ce paysage fascinant, et parfois conflictuel, que nous offre l'élection municipale de Toulouse en ce mois de mars 2026. Nous sommes à l'aube du second tour et les visions qui s'affrontent pour façonner le quotidien de la ville rose sont diamétralement opposées. Nous sommes véritablement face à la démocratie en pleine ébullition. Pour ce décryptage en profondeur, nous avons épluché une pile de documents assez vertigineuse en réalité. Vraiment vertigineuse, oui. Les programmes officiels des deux camps, les tracts de campagne qui s'échangent sur les marchés toulousains et surtout la retranscription exhaustive du grand débat d'entre-deux tours organisé par la Dépêche du Midi et Sud Radio. C'est une matière première d'une richesse absolue. Il faut vraiment qu'on décortique cela. Et juste pour être parfaitement clair, avant de plonger dans le vif du sujet, parce qu'en lisant ces sources, on s'aperçoit très vite que la rhétorique est incandescente des deux côtés, nous ne prenons évidemment aucun parti ici. C'est une précision fondamentale. Oui, notre rôle n'est pas de distribuer des bons points ou de valider une idéologie, nous sommes simplement des décodeurs neutres. L'objectif est de regarder l'ADN de ces deux projets électoraux pour comprendre factuellement ce qu'ils impliquent sur le plan mécanique pour la ville et ses habitants. Tout à fait. Les documents que nous analysons regorgent de discours politiques extrêmement marqués, allant du centre et de la droite républicaine pour le maire sortant, jusqu'à une large coalition de gauche et d'extrême gauche pour ses opposants. Notre seule mission est d'extraire la substance technique et philosophique de ces propositions. Posons d'abord le décor chiffré, car les mathématiques électorales dictent souvent la stratégie. Le premier tour a rendu son verdict le 15 mars dernier, faisant d'ailleurs mentir plusieurs instituts de sondage. Avec une certaine marge, en effet. Le maire sortant Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête avec 37,23% des suffrages, ce qui représente un matelas d'environ 24 000 voix d'avance. Derrière lui, François Piquimab crée une véritable surprise en rassemblant 27,5% des voix. Et la dynamique stratégique de l'entre-deux tours s'est cristallisée en un temps record. La liste de François Piquimal a fusionné avec celle du candidat socialiste et écologiste François Briançon. Ce qui change considérablement la donne. Absolument. Ils forment désormais le bloc Demain, Toulouse, la gauche unie. Nous avons donc affaire à un duel d'une limpidité totale pour ce second tour, un face-à-face qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. La bataille qui se joue dans ces documents est avant tout une bataille de récit. C'est en quelque sorte la promesse de la continuité contre l'impératif de la rupture. C'est exactement cela. Si l'on se penche sur la stratégie du maire sortant, avec sa liste « Protégeons l'avenir de Toulouse », l'argumentaire est presque exclusivement axé sur l'idée d'un rassemblement municipal au-delà des clivages partisans classiques. Le document de campagne insiste lourdement sur un chiffre. Plus de la moitié de ses colistiers n'ont aucune étiquette politique. C'est une façon de dire... Nous sommes les gestionnaires du quotidien, pas des idéologues. Voilà. En revanche, le vocabulaire utilisé pour qualifier ses adversaires est d'une grande sévérité. Les sources montrent en effet que le camp sortant qualifie l'union de la gauche d'alliance de la honte. Le tract de campagne agite très explicitement le spectre d'un danger mélenchoniste qui serait aux portes du Capitole. Des mots très forts donc. Oui. Sur le plan narratif, l'argument central de Jean-Luc Moudenc est de se positionner comme l'unique rempart républicain et pragmatique face à ce qui est décrit comme une dérive radicale et irréaliste sur le plan économique. Et, fait crucial, il a officiellement annoncé lors du grand débat que ce serait son tout dernier mandat. Une tentative de se placer au-dessus de la mêlée politicienne à long terme en somme. De l'autre côté de l'échiquier, le récit de François Piquemal s'inscrit dans une toute autre dimension.
Il se présente comme le candidat d'un nouveau front populaire reconstitué à l'échelle locale. Réunissant sous la même bannière le Parti socialiste, les écologistes, la France insoumise et le Parti communiste. Exactement. Et sa propre rhétorique n'est pas moins tranchante. Il dénonce ce qu'il perçoit comme une proximité inquiétante entre son adversaire et l'extrême droite, pointant du doigt les appels explicites à voter pour le maire sortant, émanant de figures du Rassemblement national et de Reconquête. Et pour marquer sa différence, il promet une rupture radicale sur la méthode de gouvernance. Exactement. Il s'engage solennellement à être un maire à temps plein, renonçant à tout cumul des mandats. Nous sommes dans une confrontation rhétorique classique des seconds tours très polarisés. D'un côté, on brandit la menace de la ruine économique, de l'autre, on dénonce une compromission morale. Mais si l'on dépasse ces anathèmes politiques, la question de la gouvernance future soulève des interrogations structurelles majeures. Et c'est là que j'ai un peu de mal à suivre la logique opérationnelle. L'alliance de la gauche, sur le papier, c'est un peu comme une fusion de deux grandes entreprises où les deux PDG sont en désaccord fondamental sur le produit phare de la société. L'analogie est très parlante. Ils décident de fusionner pour survivre, de diviser le conseil d'administration en deux et de laisser les actionnaires régler le problème plus tard. Je parle bien sûr de la ligne à grande vitesse, la LGV. Le débat télévisé a mis en lumière un clivage béant au sein même de cette nouvelle liste unie. En effet, François Piquemal est farouchement opposé à ce projet ferroviaire, tandis que son nouveau partenaire, François Briançon, en est un fervent défenseur. Mécaniquement, comment est-il possible de gouverner la 4e métropole de France avec une telle faille tectonique en son centre ? Ne s'expose-t-on pas à une paralysie institutionnelle totale ? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément l'ingénierie politique imaginée pour tenter de contourner cet écueil. La solution théorisée par l'Alliance de gauche est un partage de gouvernance au millimètre. C'est-à-dire ? En cas de victoire, l'accord stipule que François Piquemal occuperait le fauteuil de maire de Toulouse, gérant la ville-centre. En contrepartie, François Briançon prendrait la présidence de Toulouse Métropole, l'entité qui possède le véritable pouvoir financier et qui gère les grands projets d'infrastructure. Et concernant les LGV spécifiquement ? Eh bien, la décision n'est tout simplement pas actée dans leur programme commun. Son sort serait laissé au vote libre et souverain de l'Assemblée métropolitaine, sans consigne de la majorité. Donc, si je résume bien, on accepte le désaccord philosophique et on délègue la décision technique au jeu des majorités d'idées dans l'hémicycle. C'est un pari immense sur la vitalité du processus démocratique interne. Exactement. Et c'est aussi un saut dans l'inconnu sur le plan de la direction exécutive. Cela met en exergue un contraste stratégique fondamental entre les deux projets. Le camp Moudingue propose un bloc exécutif monolithique, revendiquant une liste 100% pour la LGV, offrant ainsi une garantie de stabilité et une ligne directrice claire, sans débat interne. Voilà. Face à cela, le camp Piquemal revendique une coalition perçue comme plus horizontale, argumentant que les désaccords ne doivent pas être dissimulés sous le tapis, mais soumis au processus de délibération des assemblées. C'est vraiment fascinant. Mais cette division idéologique sur la gouvernance ne va pas rester sagement confinée dans la salle du conseil municipal. Elle va se heurter de plein fouet à un mur de réalité logistique, la mobilité et l'urbanisme. Un défi colossal pour une ville comme Toulouse. Absolument. Les sources que nous avons consultées rappellent une statistique vertigineuse. Toulouse attire environ 5000 nouveaux habitants chaque année. Il faut loger, nourrir, soigner et surtout déplacer l'équivalent d'une petite ville qui s'ajoute à la métropole tous les 12 mois. Et sur la question des transports, le programme de la gauche avance une mesure choc, la gratuité totale des transports en commun pour les moins de 26 ans avant la fin du mandat en 2033. Une mesure dont l'argumentaire s'appuie sur une réalité sociale poignante, n'est-ce pas Evelyne ? La précarité étudiante, avec un budget moyen mensuel pour un étudiant toulousain estimé à 1 215 €. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une taxe spécifique prélevée directement sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés implantées dans la métropole. L'idée est de faire contribuer le tissu économique au déplacement de la jeunesse et des futurs travailleurs. Sauf que le maire sortant s'oppose frontalement à ce mécanisme. Tout à fait. Son contre-argument est purement budgétaire. La gratuité, même ciblée, amputerait drastiquement les recettes directes et donc les capacités d'investissement de la Régie des transports, TICO. Il rappelle par ailleurs que les jeunes bénéficient déjà, selon les tranches sociales, de 70 à 80% de réduction sur leurs abonnements.
Sa vision de la mobilité ne passe donc pas par la tarification, mais par l'infrastructure lourde et capacitaire. Le symbole absolu de cette approche étant l'achèvement de la 3e ligne de métro censée absorber les flux massifs de la périphérie vers les bassins d'emploi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Car le débat sur l'urbanisme suit exactement la même ligne de fracture. Pour loger ces 5000 nouveaux arrivants annuels, l'Alliance de gauche fixe un cap extrêmement ambitieux. La construction de 24 000 logements sociaux sur le Mont-Bas. Et surtout, il souhaite rapidement instaurer un encadrement strict des loyers. Le programme justifie cette mesure d'urgence pour freiner ce qu'ils appellent un exode silencieux. L'exode des familles, oui. Exactement. Environ 200-300 familles des classes moyennes et populaires quitteraient Toulouse chaque année, chassées par l'inflation immobilière. En parallèle, ils théorisent la ville du quart d'heure et promettent de désartificialiser 50 hectares d'espace urbain. Attendez, faisons une pause sur ces termes techniques, parce que ça sonne très bien sur un tract. Mais mécaniquement, comment cela fonctionne-t-il? On lit désartificialiser 50 hectares. Oui, c'est un terme très en vogue. Est-ce que cela signifie concrètement qu'on envoie des pelleteuses casser le bitume sur les grandes places pour y planter des forêts? Et mathématiquement, comment peut-on promettre de construire 24 000 logements sociaux tout en réduisant l'espace constructible au sol, en rendant la terre à la nature? N'y a-t-il pas une contradiction physique évidente? C'est toute la complexité de l'équation urbanistique contemporaine. Désartificialiser signifie en effet retirer les revêtements imperméables, l'asphalte, le goudron, le béton, dans les cours d'école, sur certains grands boulevards ou d'anciens parkings à ciel ouvert, pour restaurer des sols en pleine terre. Pour créer des îlots de fraîcheur, je présume? Exactement. L'objectif mécanique est de créer des espaces capables de faire baisser la température lors des canicules estivales et d'absorber les eaux de pluie violentes. Mais vous avez soulevé le vrai paradoxe. Pour construire 24 000 logements sans étaler la ville sur la nature environnante, la seule solution géométrique restante, c'est de construire plus haut. Il faut densifier. Absolument. Accepter des immeubles plus hauts dans certains quartiers, ce qui demande une grande acceptabilité sociale de la part des riverains. Et concernant l'encadrement des loyers, la réponse de Jean-Luc Moudinque est purement juridique et économique. Il affirme, texte de loi à l'appui, que Toulouse ne remplit pas les critères de tension immobilière définis par l'État pour avoir le droit d'appliquer cette mesure. Pour lui, la solution n'est pas de contraindre le marché, mais de libérer l'offre de construction classique. Et c'est là qu'on touche à la corde sensible de l'identité toulousaine. Il y a un paradoxe stratégique fascinant. D'un côté, la gauche propose de taxer davantage les grandes entreprises via le versement mobilité. De l'autre, le camp sortant rétorque que cette pression fiscale risque de faire fuir ces mêmes entreprises. C'est le grand clivage. Dans une ville dont l'ADN économique dépend viscéralement de l'aéronautique, d'Airbus et du secteur spatial, des secteurs parfois soumis à des soubresauts économiques ou des plans sociaux, n'est-ce pas jouer à la roulette russe avec l'emploi? C'est véritablement le nœud de la tension macroéconomique de ce scrutin. Les sources révèlent la philosophie profonde de chaque camp face à la mondialisation. Pour l'équipe sortante, la croissance démographique est une donnée de fait qu'il faut absorber par des investissements massifs, comme le métro ou la LGI, et par le maintien d'une fiscalité foncière et patronale attractive. Le but étant de sanctuariser Toulouse comme une capitale européenne de l'industrie de pointe. C'est tout à fait ça. Pour l'Alliance de gauche, le logiciel est inversé. L'urgence absolue n'est plus l'attractivité à tout prix, mais la bifurcation écologique. Ce qui implique des choix drastiques. Oui, cela implique d'accepter une régulation beaucoup plus stricte du marché de l'immobilier, de contraindre la place de la voiture et d'exiger une contribution plus forte du secteur privé industriel pour financer la solidarité sociale immédiate. Ce qui nous amène à une autre urgence du quotidien, une thématique qui cristallise immanquablement les passions lorsque la population d'une ville explose, la sécurité et la gestion de l'espace public. Un sujet omniprésent dans le débat. Là encore, si l'on regarde les programmes, on a l'impression d'observer deux planètes différentes. Le programme de Jean-Luc Moudin décline le concept de protection de l'ordre au quotidien. La mécanique proposée est très claire, orientée vers la dissuasion technologique et la force d'intervention. On y trouve le déploiement systématique d'une caméra de vidéoprotection par rue, par exemple. Oui, ainsi que la création d'une brigade municipale anti-deal spécifique et surtout le maintien d'une police municipale lourdement équipée et armée, déployée 24 heures sur 24. En parfaite symétrie inverse, le programme de François Picmal et de l'Alliance de gauche prône un changement de doctrine absolue, le démantèlement de cette approche coercitive au profit du retour à une police de proximité. C'est-à-dire concrètement,
L'une des mesures les plus discutées lors du débat est l'engagement de désarmer la police municipale de ses armes létales, c'est-à-dire les pistolets, tout en leur conservant l'usage des armes dites de protection, comme les tasers. Une approche résolument différente. Absolument. Cette approche est couplée à un investissement massif dans la médiation sociale, avec la volonté de recréer un office de la tranquillité dont le but serait de désamorcer les conflits de voisinage et les incivilités par le dialogue avant que la situation ne dégénère. Essayons de visualiser cela concrètement. Si l'on se projette à un vendredi soir, vers minuit, sur la place Saint-Pierre ou dans le quartier de Compense-Caffarelli, des zones étudiantes connues pour leur intense effervescence nocturne. Une situation très familière pour les Toulousains. Voilà. À quoi ressemble la mécanique du maintien de l'ordre selon ces deux visions? Si l'on relie cela à la vision globale, une grande métropole du sud de l'Europe peut-elle réellement s'apaiser uniquement par des médiateurs en gilet, ou bien la présence physique d'une force armée et outillée est-elle indispensable pour éviter que la fête ne tourne à l'émeute? L'exercice de projection est excellent. Selon la doctrine de l'équipe sortante, la gestion de cette place Saint-Pierre passe d'abord par un panoptique numérique. Les caméras permettent au centre de commandement d'identifier un début de rixe en temps réel et d'envoyer immédiatement une patrouille armée. Dont la seule présence physique et martiale est censée figer la situation par l'intimidation légale, je suppose. Exactement. C'est une vision verticale de l'autorité très rassurante pour une large partie de l'électorat qui craint le chaos urbain. À l'inverse, selon la doctrine de la gauche, la sécurité est perçue à travers un prisme profondément humain. Ils voient l'insécurité différemment. Dans leur vision, la délinquance urbaine ou les nuisances sont les symptômes de fractures sociales profondes, de l'alcoolisme ou de la précarité. Sur cette même place Saint-Pierre, l'idée est d'avoir des équipes de prévention, des éducateurs et des policiers non létaux qui patrouillent à pied, qui connaissent les gérantes de bar et les habitués. Et dont le rôle est d'intervenir en amont de la violence, par la parole et la désescalade. C'est tout à fait la philosophie proposée. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cette exploration méticuleuse de la mécanique des programmes toulousains. Ce que les sources nous démontrent avec une acuité saisissante, c'est que l'électorat fait face à un choix sociétal d'une pureté presque théorique. Il n'y a pas de compromis mou dans ce second tour. D'une part, le choix d'une continuité affirmée. Une stratégie qui soutient ouvertement le grand pôle économique aéronautique, qui parie sur la construction d'infrastructures de transport pharaoniques pour désengorger la ville, qui promet une fiscalité stable pour attirer les entreprises et qui s'appuie sur une politique de sécurité fermement dissuasive et technologique. Et d'autre part, le choix d'une rupture systémique assumée. Une volonté d'imposer une réorientation écologique immédiate de l'urbanisme, un interventionnisme social fort assumant l'idée de contraindre le marché immobilier pour protéger les habitants, une volonté d'alléger le coût de la vie par la gratuité des transports pour les jeunes et une réinvention totale de la paix publique axée sur la médiation, l'humain et la proximité de quartier. Ces deux visions sont désormais sur la table. L'examen des sources met également en lumière une donnée démographique qui pourrait bien être la clé de voûte de cette élection. La jeunesse représente très exactement 21% de la population de l'aire urbaine toulousaine. Plus d'un cinquième des habitants, c'est considérable. C'est immense. Et c'est ici que l'analyse des textes prend tout son sens. L'invitation bienveillante qui se dégage de cette décortication politique s'adresse particulièrement à ces nouvelles générations. Il est crucial de s'emparer de ces questions. Le quotidien est en jeu. Absolument. Que l'on commence ses études, que l'on entre sur le marché du travail ou que l'on fonde une famille, les décisions qui seront prises vont dicter le coût d'un appartement, la fréquence des rames de métro, la température des rues en plein mois d'août ou encore l'ambiance sécuritaire de son propre quartier. C'est une mécanique implacable qui va rythmer la métropole pour les 6 prochaines années. Le meilleur moyen de peser sur cette mécanique est, de toute évidence, de se rendre aux urnes le dimanche 22 mars. Et pour refermer notre analyse, il y a un dernier détail de notre corpus de sources qui mérite d'être souligné, car il révèle une mutation profonde de notre rapport à la politique. Lequel? Lors de l'étude minutieuse du débat télévisé, on constate avec étonnement la place prépondérante comprise des thématiques purement géopolitiques et internationales. Les échanges entre les candidats se sont parfois longuement attardés sur le maintien ou non du jumelage historique de Toulouse avec la ville de Tel Aviv, sur la légitimité de brandir des drapeaux palestiniens ou ukrainiens sur le fronton du Capitole, ou encore sur l'omniprésence de figures politiques nationales pour dicter la conduite locale.
C'est vrai que cela soulève une interrogation vertigineuse. Lorsqu'on observe un tel niveau de polarisation sur des enjeux qui dépassent si largement les frontières de la rocade toulousaine, on est en droit de se poser la question. Les élections municipales des grandes métropoles sont-elles en train de cesser d'être de complexes exercices de gestion du quotidien, l'ouverture des cantines, le tracé des pistes cyclables, le nettoyage de la voirie, pour devenir, en réalité, l'ultime champ de bataille, le grand théâtre d'ombre des luttes idéologiques et géopolitiques nationales? Une réflexion complexe et stimulante à méditer sur le chemin qui mène à l'isoloir.